Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des textes assez denses, vraiment à la frontière entre physique et philosophie. Oui, bonjour. Des textes qui attaquent des questions fondamentales sur la réalité. Exactement. L'espace-temps, la nature même des choses, comment on met de l'ordre dans tout ça, comment on catégorise ce qui existe. Hmm. Les sources sont complexes, c'est vrai, mais l'idée c'est d'en tirer quelques pépites, quelques éclairages. Alors, on s'y met? Allons-y. Le premier gros morceau, si on peut dire, c'est cette question de l'espace-temps. C'est un débat vraiment intense dans les sources. Ah oui. Qu'est-ce qu'il en ressort principalement? La question de fond, c'est l'espace-temps, c'est quoi? Une substance? Juste un système de relations entre objets? Ou, et c'est là que la relativité générale entre en jeu, quelque chose de différent? La relativité générale, oui. Voilà. Des textes comme ceux de Dieks ou Lemkoul insistent beaucoup là-dessus. L'ERG, ça change la donne pour l'espace-temps. Ce n'est plus juste un contenant passif. Ah, d'accord. C'est-à-dire? Ça devient une entité dynamique. Elle est courbée par la matière, par l'énergie, et elle interagit avec ce qu'elle contient. La distinction classique entre le contenant et le contenu, elle devient un flou. Attendez, ça veut dire que l'espace-temps n'est pas juste la scène où tout se joue, mais il participe, il est influencé et il influence en retour. C'est exactement ça. C'est plus un acteur qu'un simple décor. D'accord, ça change quand même pas mal notre vision habituelle des choses. Tout à fait. Et ça va même plus loin. Certains passages, chez Dieks notamment, explorent une idée, comment dire, encore plus contre-intuitive. Ah oui? Laquelle? Et si les points de l'espace-temps eux-mêmes, vous savez, ces coordonnées X, Y, Z, T qu'on utilise, Oui. et si ce n'étaient pas des entités physiques fondamentales, mais plutôt ce qu'on appelle des particuliers abstraits? Des particuliers abstraits. Ça veut dire quoi concrètement? Imaginez-les un peu comme des outils conceptuels. Très utiles pour localiser les choses, les événements, mais qui n'auraient pas d'existence propre, fondamentale, en dehors de notre description du monde. Hmm, un peu comme. Un peu comme les lignes de longitude et latitude sur une carte. Elles sont cruciales pour se repérer, mais il n'y a pas de vraies lignes gravées sur la Terre. D'accord, je vois l'analogie. C'est juste un système de repérage. Voilà. Si c'est le cas, alors la structure même de ce qu'on pense être le plus fondamental, l'espace-temps, est peut-être très très différente de notre intuition. C'est vertigineux comme idée. Ouais. Et si même cette structure de base est si débattue, ça pose forcément la question de comment on organise, comment on classe les choses qui existent dans cette structure, non? Exactement. Et là, on tombe sur une autre approche discutée dans les sources. Oui. C'est ce qu'on appelle l'ontologie des quatre catégories. C'est une idée défendue par des philosophes comme E.J. Lowe. 4 catégories. Pour tout classer. L'idée, c'est d'avoir une grille plus fine que juste concret versus abstrait, par exemple. Il propose 4 types de choses fondamentales, irréductibles les unes aux autres. Ok, et quelles sont-elles? Alors, primo, les substances individuelles. C'est l'objet particulier, disons, ce chien-là, Fido. D'accord. Secondo, les modes ou tropes. C'est une propriété particulière de cet objet. Pas la blancheur en général, mais la blancheur de Fido, ici et maintenant. La qualité spécifique. C'est ça. Tertio, les genres ou espèces. La catégorie générale, quoi. L'espèce chien. Logique. Et la quatrième? Quarto, les attributs ou universels. Là, c'est la propriété générale elle-même. Le concept de blancheur, par exemple. Donc, substance, mode particulier, genre et attributs généraux. C'est une structure, oui, plus détaillée. On aurait besoin de ces 4 briques pour décrire le réel. Hmm. Mais cette grille, cette façon de découper le monde, est-ce qu'elle est figée? Universel. Ah, mais c'est justement là qu'un autre courant de pensée intervient. C'est l'ontologie historique présentée notamment par Ian Hacking. Ontologie historique. Qu'est-ce que ça implique? L'idée clé, c'est que nos catégories, les concepts qu'on utilise pour classer le monde, ne sont pas forcément donnés une fois pour toutes, gravés dans le marbre du réel. Elle serait construite. Exactement. Elles peuvent émerger, évoluer, disparaître même, en fonction de nos pratiques, de nos savoirs, de nos discours, de l'histoire sociale. Vous savez un exemple? Hacking prend des exemples assez frappants, comme certaines catégories de maladies mentales dites transitoires. Elles apparaissent à une époque, sous l'effet de certains facteurs sociaux ou médicaux, puis elles se transforment ou disparaissent. Ah oui, intéressant. Donc les types de choses qu'on reconnaît comme existants pourraient dépendre de notre regard, de notre époque. En quelque sorte. Ça suggère que nos outils conceptuels pour découper la réalité, ils ont eux-mêmes une histoire. Ils ne sont peut-être pas neutres. Bon alors après tout ça, qu'est-ce qu'on retient? C'est que notre compréhension de la réalité, elle est tout sauf simple ou figée, j'ai l'impression. C'est une bonne synthèse, oui. L'espace-temps qui défie l'intuition,
les débats complexes sur comment catégoriser l'être. Et même nos outils conceptuels qui ont une histoire et pour être révisés, c'est ça. Tout à fait. Ces textes montrent bien que l'ontologie, l'étude de ce qui est et de l'être, ce n'est pas une vieille discipline poussiéreuse. C'est un champ de recherche très vivant. En dialogue constant avec les sciences. Exactement. Avec la physique, pour l'espace-temps, mais aussi avec une analyse critique de nos propres cadres de pensée, comme le font Lowe ou Hacking sur les catégories. Il ne s'agit pas juste de faire une liste de ce qui existe. Non, c'est plus profond. C'est comprendre comment ça existe et comment nous, on structure cette compréhension. Précisément. Et peut-être pour finir, une question qui reste un peu en suspens. Si nos catégories sont façonnées par l'histoire, comme dit Hacking, et si même des concepts aussi centraux que l'espace-temps sont réinterprétés de façon si radicale, Hmm. alors dans ce qu'on appelle la réalité, quelle est la part de la structure immuable, si elle existe, et quelle est la part de notre cadre hérité, de notre regard, qui lui est peut-être transformable. C'est une excellente question pour continuer la réflexion. Elle touche au cœur même de ces débats entre physique, philosophie et histoire des idées.